Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission. La situation sanitaire nous l'oblige, avec au programme le championnat qui a été stoppé, les conséquences de ce championnat stoppé évidemment, et on va revenir sur les faits de la saison, tout ce qu'il faut retenir sur cette saison, et notamment les moments marquants. Sont avec moi ce soir Dorian qui anime Esprit Paillade avec moi, le site Esprit Paillade. Dorian, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas qui anime également avec moi le site. Salut à tous. Et enfin Vincent, le plus ambianceur de nos chroniqueurs. Salut Vincent. Et bonsoir, ravi de vous retrouver, ça fait plaisir. Et oui, ça fait plaisir de se retrouver avec presque un an d'absence, ça fait 10 mois. 10 mois qu'on ne s'était pas retrouvés. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chat YouTube, on verra tous vos messages et ça nous fera plaisir. Alors on va commencer cette émission avec le classement. Donc la LFP a officiellement mis un terme à la saison ce jeudi 30 avril. Donc en rappelant les 3 options qui étaient envisagées en cette fin de saison. Donc il y avait la première option avec le Paris Saint-Germain premier, Marseille deuxième, Rennes troisième. Bon, ça ne nous concerne pas. Mais l'Europa League avec Lille, le LOSC quatrième, Reims cinquième, Nice sixième. La deuxième option qui nous concernait, à savoir Lille quatrième, Lyon cinquième et Montpellier sixième. Donc là, c'était le championnat qui était arrêté à la 27e journée. Et la troisième option, à savoir le LOSC quatrième et Nantes cinquième. Reims 6e. Donc, justement, c'est l'option, la première option qui a été choisie, à savoir le ratio de points. Donc, Reims et Nice ont été qualifiés en Europa League. Donc, premier débat. Est-ce que cette option choisie est la plus juste? On va commencer par Vincent. Moi, ça ne nous arrange pas, donc non, c'est pas plus juste. Après, moi, envoyer Reims en Europa League, c'est compliqué. À mon avis, ils ont un budget de 40 € chacun par joueur. Donc, à mon avis, ça va les tuer. L'année prochaine, ils vont jouer comment ça s'appelle, le maintien. Après, les clubs communistes, tu peux les envoyer en Europe. Ils ont les reins solides. Mais ouais, Lille, pareil. Mais bon, après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien, tu vois, qu'on soit resté 8e et qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe parce que souvent les mains. Un petit problème technique pour Vincent. Dorian, la même question. Est-ce que pour toi, cette décision est juste? Alors, pour moi, c'est juste pour les clubs qui y vont. Voilà, tous les matchs ont été pris en compte. Donc voilà, on n'a pas décidé. On envoie Nice en Europa League parce qu'on aime bien Nice. On envoie Reims parce qu'on aime bien Reims et qu'il y a un passé avec les Coupes d'Europe. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment tous les matchs ont été pris en compte. Donc pour moi, c'est la solution la plus juste. Mais après, est-ce que c'est la solution qui colle le mieux au règlement? Ça, je ne pense pas. On a vu que le règlement disait qu'on devait arrêter le championnat après la dernière journée jouée. Et là, excuse-moi, mais la 28e journée, il manque un Strasbourg-PSG. En cas de victoire de Strasbourg, Strasbourg pouvait prendre la 5e place. Donc, pour moi, cette journée aurait dû être annulée d'un point de vue du règlement. Mais après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes sur cette 28e journée. On va prendre 5-0 à Rennes, et ben voilà, tant pis pour nous. L'Europe, C'est sûr ça fait 3e année que ça nous échappe. Il y avait des points à gagner qu'on n'a pas su prendre et c'est ce qui nous a coûté. Il n'y a pas vraiment à avoir de regrets. Enfin, c'est mon avis en tout cas. J'attends l'avis de Nicolas. Est-ce que pour toi, cette décision était juste? Pour moi, pas vraiment. La plus juste. Pour moi, le classement aurait dû, comme l'a dit Dorian, aurait dû être arrêté à l'issue de la 27e journée et non avec ce ratio points par match qui revient exactement à un arrêt à peu près après la 28e journée. Donc, bon, certes, ça ne nous arrange pas en tant que supporter pailladin, mais pour moi, voilà, le règlement dit que le championnat doit être arrêté après la dernière journée jouée entièrement. Ça aurait dû être la 27e journée. Après, c'est sûr qu'on n'aurait pas dû déconner à Rennes, aller se prendre 5 pions à Rennes sans jouer le match, quoi. En te laissant la parole, Nicolas, Montpellier 8e, est-ce que c'est un échec pour toi? Oui et non. Non, parce que déjà, on finit dans le top 10 pour la 3e année consécutive. Donc, c'est déjà bien, hein. On vise plus haut maintenant que le maintien. Après, quand on voit l'effectif de cette saison, on se dit quand même qu'on aurait pu viser un peu plus haut, qu'on aurait pu aller grappiller une certaine place, quoi, une 6e ou une 5e place qui nous aurait envoyé en Europa League. Voilà, quoi.
Avant que je donne la parole à Dorian, n'hésitez pas à réagir. Hein, si pour vous, Montpellier 8e, est-ce que c'est un échec? Est-ce que la décision était juste? On attend vos réactions. Hein. Dorian, justement. Alors, pour moi, c'est la place qui reflète le mieux la saison qu'on a produite. C'est-à-dire qu'il y a trop d'irrégularités. Ce qu'on a montré à domicile et à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. Et pour moi, d'un point de vue sportif, d'un point de vue de prestation sur le terrain, on ne pouvait pas espérer mieux qu'une 8e place. Après, par rapport aux attentes du début de saison, quand on voit que l'an dernier, on termine 6e, ben, c'est forcément une régression d'un point de vue du classement et voilà, d'un point de vue des envies, des prestations montrées sur le terrain. Donc, les regrets qu'on peut avoir, donc oui, c'est par rapport à ces attentes de début de saison. Il y avait beaucoup d'espoir de jouer l'Europe et d'espérer accrocher une qualification à l'issue de la saison. Et à la fois, par rapport au fait que ce championnat est quand même assez ouvert, encore une fois, cette saison, quand on voit que des équipes comme Rennes peuvent aller accrocher la Ligue des Champions, que Lille se qualifie pour une 2e année consécutive en Coupe d'Europe, voilà, que Reims, ils sont montés en Ligue 1 il y a 2 ans. Et là, ils vont jouer l'Europa League. Donc, forcément, il y a des regrets à avoir par rapport au fait que c'était un championnat assez ouvert et qu'on termine encore une fois trop proche de l'Europe. L'an dernier, on le manque parce que ben, c'est pas le PSG qui a gagné les 2 compétitions nationales. L'an dernier, l'année encore avant, on termine 10e, on a 4 points de la 6e place. Voilà, à chaque fois, on passe à ça. Mais ça se joue à chaque fois sur des détails et Montpellier n'a pas le niveau de régularité requis pour jouer la Coupe d'Europe pour le moment. Donc, un manque de régularité pour Dorian. Est-ce que, Vincent, tu rejoins les propos de Nicolas et Dorian? Bah, tout à fait d'accord. Voilà, la maison, c'est le Real. À l'extérieur, c'est Juvignac, quoi. Je sais pas comment ils font, moi, les joueurs, pour être aussi irréguliers que ça. C'est pas possible. Moi, j'ai Mais vraiment. Je suis justement, supporter. Vincent, après, on va parler du contraste, justement. Ça fait partie des débats de fin d'émission. Mais après, comme il dit Dorian, voilà, c'est un mal pour un bien. Ça reflète. Voilà, t'aurais fait 2-3 coups à l'extérieur, t'aurais été dans les 5 premiers, même dans les 4. Parce que franchement, Rennes, oui, ils sont meilleurs que nous, mais ne me dis pas que Rennes sont meilleurs que nous. Marseille, ils sont 2e. Je sais même pas comment ils font pour être 2e avec le jeu qu'ils ont. Mais Après, Vincent, voilà, le championnat. on n'est pas là pour parler des autres équipes, mais est-ce Oui, que oui, je sais bien. pour nous, c'est un échec? Ben, comme il dit Dorian, oui, puisque l'année dernière, on est 6e, cette année, on est 8e. Voilà, c'est malheureux parce que sur certains matchs qu'on fait, eh ben, je me dis vraiment, on est un club où on explose tout le monde, où ça baloche, ça joue bien et tout. Et voilà, donc, et après, sur certains matchs, t'es déçu, quoi. Mais après, voilà, moi, je pense que le classement, eh ben, il reflète la saison, voilà, en demi-teinte. Je pense qu'il reflète totalement la saison. Ouais. Mais justement, on a eu les propos de Nicolas, bon, moins sportifs et plus sur le plan sanitaire, contrairement à son compère Jean-Michel Aulas. Je cite, on ne peut pas être sûr qu'arrêter la saison était le meilleur choix possible. On peut comprendre l'idée existante qu'il aurait fallu attendre un peu, continuer à chercher des solutions. Il est probablement plus sage au niveau de la santé de se tourner vers la saison prochaine et de la préparer le mieux possible. Il faut se faire au choix qui était et qui est loin d'être dénué de sens. Maintenant, c'est aux différents acteurs du football français de faire au mieux pour s'adapter et rebondir après cette période très compliquée. Pour finir, ce n'est pas le moment pour se battre avec l'intérêt de son propre club en priorité pour essayer de gagner quelques places au classement. Il faut penser au bien général, ce qui aidera ensuite à tirer chaque club vers le haut pour sortir de la crise. Alors, en précisant que les autres championnats, pour parler de l'Allemagne, va reprendre le championnat à huis clos, justement, est-ce que vous rejoignez les propos du président Nicolas? Pour moi, il a raison à vouloir à être d'accord à arrêter le championnat. Ça y est, c'est terminé, c'est acté. La LFP a dit que c'était terminé. Ça ne sert à rien de contester comme le font d'autres présidents, notamment celui de Toulouse, qui est totalement ridicule alors qu'il a fini avec 2 points. Aulas, voilà, il avait qu'à faire une bonne saison s'il voulait. Enfin voilà, là ça s'est joué sur 28 journées. Il avait qu'à faire 28 bonnes journées comme nous. Et voilà, et Nicolas, il a d'autant plus raison et c'est d'autant plus compréhensible qu'il avait un joueur gravement touché par la maladie, qui est Junior Sambia. Et on peut comprendre qu'ils disent, bon, bah ok, on stoppe tous. Moi, j'ai un joueur qui est dans le coma, bah, je préfère arrêter plutôt que continuer
à me mettre dans les médias, enfin, Oui. à vouloir continuer le championnat, à me mettre en scène. Enfin, pour moi, c'est totalement compréhensible ce qu'il a dit. Oui, à préciser que son joueur, justement, Junior Sambia, a été touché. Donc, ça peut faire un choc, notamment de près pour le club de Montpellier et tout simplement les acteurs de la Ligue 1. Vincent, est-ce que pour toi, tu es d'accord avec les propos de Nicolas? Alors, je suis d'accord quand ça touche à la santé et tout. Et moi, j'ai des infos pour Junior Sambia. À mon avis, vous ne le reverrez plus. Parce que maintenant, il a les poumons de quelqu'un de 60 ans. Donc, ça, c'est des vraies infos. Donc, en fait, ses poumons, ils ont été vraiment touchés. Donc, en fait, il a le souffle de quelqu'un de 60 ans. Donc, à mon avis, je pense que l'année prochaine, ou même sa carrière de football, à mon avis, elle va être très compliquée. Et après, Bah, c'est vrai, oui, il a raison, le président, de dire ça. Il y a des morts et tout, il faut arrêter. Mais bon, c'est vrai que quand tu es supporter, quand tu adores le foot, quand tu adores la paillade, quand tu adores ce sport, franchement, pas de foot pendant 2 mois, les gars. Pas de foot, pas de Notre perdu pas de Vincent. rugby, pas de rugby non plus pour Et Vincent. pas de rugby, pas de rien, rugby. les gars. Moi, j'aurais préféré même qu'ils fassent un huis clos. Un champion de bec. C'est ça qui est fou quand même. Il n'y a rien. Ils nous mettent des rediffs. Après, oui, c'est la santé, je comprends ce qu'il dit. Mais après, le président de Toulouse, mais c'est pompe à vélo. L'autre, il a 2 points, il n'a pas gagné un match. Non, 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 Vincent, on parle du président de Montpellier, à savoir Nicolas, et les propos qu'il a tenus. Oui, mais après, moi, je suis totalement Donc, tu es d'accord globalement avec ce qu'il d'accord. dit. Oui, oui, bien sûr. Surtout quand tu as, Ça sert à rien d'aller plus un loin. joueur Oui. de ton effectif qui est touché. Ça, c'est une maladie. Moi, j'ai un ami à moi qui l'a eu aussi et qui était pas loin d'en mourir. Hein. C'est au niveau de la respiration et tout, et qui en a survécu. Et c'est vrai que quand tu as un joueur de ton effectif qui est touché par ça, ou c'est une maladie, on n'en connaît pas grand-chose, cette maladie, et c'est normal d'avoir tenu ses propos. Moi, je suis totalement d'accord avec ses propos. Des propos rejoints par Nicolas et Vincent. Dorian. Alors déjà, si ce que Vincent dit est vrai, enfin, déjà c'est terrible pour Junior Sampia et je pense qu'on peut lui envoyer tout notre soutien. Voilà, je pense que quand on voit l'impact que ça a, ce genre de maladie sur un joueur de football professionnel voilà, qui s'entraîne tous les jours et qui est en très bonne santé, on voit que, voilà, que personne n'est épargné au final et que donc Nicolin a totalement raison voilà, de tenir ce genre de propos et contrairement à d'autres présidents donc, comme celui de Toulouse ou même celui de Lyon, pour ne citer que, il faudrait mieux voilà, de mesurer la situation à l'heure actuelle et voilà, reprendre le championnat à ce moment-là, ça serait quasiment inconscient. Alors en Allemagne, je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà, il suffit qu'un joueur soit touché et ça peut revirer à la catastrophe en très peu de temps. À savoir Donc, que l'Allemagne, ils ont prévu de faire des tests pour tous les joueurs avant les matchs. oui, non, mais d'accord, mais oui, mais alors, avant les matchs, t'imagines le nombre de tests qu'il faut, quoi, enfin. Ouais. Bon, donc je pense que c'est plus sage d'arrêter le championnat, la santé avant tout, et puis on reprendra l'année prochaine et maintenant voir comment ça reprendra et ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, pour l'instant, la solution la plus sage, ouais, effectivement, c'est d'arrêter la saison, faire penser avant tout à la santé des joueurs et à la santé aussi des supporters. On va parler un peu, on va parler de nos joueurs, avec Camara notamment, ensuite Rouli. Justement, Camara, il y avait eu un commun accord pour qu'il arrête cette saison, plus ou moins d'ailleurs. Il avait prévu avec Nicolin d'arrêter, de mettre un terme sûrement à sa carrière, en tout cas d'arrêter cette saison à Montpellier parce qu'on sait il commence à avoir de plus en plus de mal, il tient de moins en moins de matchs. Donc justement, Camara, l'adieu manqué, on va revenir un peu sur sa carrière quand même. Il a rejoint Montpellier en 2007-2008 en provenance de Nice en prêt. Il a marqué 12 buts quand même en 41 matchs. Donc Montpellier a été séduit par ce joueur qu'il a ensuite acheté en 2008.
Il a disputé depuis 392 matchs, inscrit 64 buts. Donc, c'est l'homme, on va dire, providentiel de ce Montpellier. La montée en Ligue 1, la finale de Coupe de la Ligue, le titre en 2012, la Ligue des Champions la saison d'après. Cette saison, il a joué 13 matchs. Donc, il joue de moins en moins. 0 match titulaire, 163 minutes et aucun but inscrit. Donc, justement, des stats qui parlent pour lui en sa défaveur. Alors, justement, pour parler de lui, que retenir déjà de la carrière de Camara à Montpellier, Dorian? Bon, déjà, avant toute chose, pour moi, c'est peut-être le bon moment d'arrêter. Voilà, sa décision de mettre un fin à sa carrière à l'issue de la saison, c'était sûrement le bon choix parce que voilà, il y a moins de minutes. Il faudrait peut-être qu'il a des projets, vouloir se concentrer sur autre chose, intégrer le staff du club. Dans quel rôle, je ne sais pas. Enfin, peut-être que voilà, c'était le bon moment de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Après, ça restera avant tout une légende du club. Hein. Vous vous rappelez quand on a fait le top 10 des joueurs de l'histoire du MHSC, il était dans tous les top 10, pardon. Les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. C'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire, le deuxième meilleur buteur de l'histoire. Et le premier maintenant, il a dépassé Le premier, Baïs. oui, il a dépassé Pascal Baïs. Donc voilà, ça parle. Les stats parlent d'elles-mêmes et c'est tout simplement une légende du club. Après, ce qui est terrible, c'est que pour un joueur de cette importance-là dans le club, de mettre, enfin voilà, d'avoir une fin de carrière aussi, comment dire, Tronqué. ouais, assez brutale de ce type-là. Voilà, tout le monde avait prévu de faire un bel hommage lors de Montpellier-Nantes pour le dernier match de la saison. Il n'aura pas lieu. On ne sait pas Si on pourra le faire un jour. On pourra le faire, ouais. Après, est-ce que. De toute façon, le club, il doit se dire une chose. Il n'y a qu'une chose qui doit être sûre à 100%, c'est que dès qu'on reverra un match à la Mosson avec du public, il faudra mettre la totale à Camara. Voilà. C'est tout. Oui. Alors, il faut préciser que Nicolas, il n'y a pas longtemps, justement, au micro de Bertrand Conneut sur France Bleu Héros, a dit qu'il n'avait pas encore pris de décision, mais que Camara avait quand même avait pour esprit d'arrêter parce que bon, je pense que lui-même le sait, il a plus le niveau, il a plus la capacité physique. Oui, voilà. Et quelques semaines avant, ils en avaient parlé qu'il y a eu quand même un accord en interne pour qu'ils arrêtent. Nicolas, rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que tu retiens toi de sa carrière à Montpellier? Bah, Dorian a fait un bon résumé, mais c'est vrai que Camara, quand même, c'est d'une grande loyauté envers le club. Hein. Il a passé plus de 12 ans, 13 ans au club, joueur le plus capé de l'histoire, deuxième meilleur buteur. Enfin, c'est vraiment un monument de la paillade. Et ça me rend quand même un peu triste qu'il ne puisse pas avoir de vrais adieux, comme on l'a dit. J'espère que le club va lui faire un petit truc, comme l'a dit Dorian, dès le début de la saison prochaine, dès qu'il y aura un goûter, quoi. Un goûter avec un 4 quarts. Un goûter, ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, et un souvenir que m'évoque Camara, ce serait quand même le but qu'il a marqué contre Caen lors du match en hommage à Loulou. C'était en 2017. Le premier match de la saison, c'était le match en hommage à Loulou à la Mosson. Et c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Et ça semblait évident que ça devait être lui qui devait marquer. C'était vraiment un moment quand même assez fort. Avec tous les joueurs qui se sont regroupés. Ouais, c'était lui Wilton. Et c'est Camara qui l'a mis et c'était vraiment un moment quand même assez fort. Sur une passe de Berigo. Celle-là, d'autant plus rare. Fou. Vincent, pour répondre à la question, qu'est-ce que tu retiens de sa carrière et rapidement, un souvenir qui t'évoque Camara à Montpellier? Camaradona, les gars, Camaradona. C'est lui, Camaradona. Et le souvenir que j'ai, je pense que vous vous en rappelez, un but à Toulouse, mais une reprise de volée, pied gauche, pleine lunette opposée. Oh, celui-là, on sait qu'il était capable de regarder. Oui. Après, comme dit Dorian, je pense que c'est le moment pour arrêter. C'est une figure emblématique du MHSC. Après, ça a toujours été un mec bon, il est sympa, il a toujours le sourire. C'est vraiment, je pense que moi, c'est un genre de joueur où les jeunes d'aujourd'hui qui jouent au foot, ils devraient s'inspirer de lui. Voilà, exactement. C'est un super mec. Voilà. Et c'est vrai que
Là, il était à la croix, et tu le voyais rentrer 10 minutes, il avait les jambes qui tiraient. Je pense qu'il n'a plus l'envie, il doit l'avoir, mais bon, le corps, je pense qu'il n'a pas le même corps que Hilton. Donc, c'est pas le même poste aussi, donc ça tire un peu plus. En attaque, tu fais peut-être un peu plus de courses, ça quiche un peu plus. Donc, je pense que c'était la bonne saison pour arrêter. Alors, malheureusement, comme il dit Nico, c'est vrai que partir comme ça, là, comme un pauvre type, c'est un peu embêtant. J'espère que le premier match à la Mosson avec du public, ils feront un gros hommage comme ils ont fait avec pas moins que Loulou Nicolin, mais un bon hommage avec un beau tifo à la Camaradona et compagnie. Je pense qu'ils le méritent. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous donner tous vos souvenirs de Camara Montpellier. Je vois que Dorian a envie de prendre la parole. Rapidement, avant de passer au prochain sujet qui concerne Rouly, un souvenir que tu évoques Camara Montpellier. Enfin, moi, je retiens avant tout sa gentillesse, l'homme qu'il est en fait, parce que moi, j'avais l'occasion plusieurs fois de le voir après les matchs à la Mosson. Mais c'est toujours un mec qui a le sourire, voilà, et qui est très poli, voilà, il n'y a rien à dire. Enfin, voilà, c'est vraiment un exemple pour tout le monde. Enfin, il est bienveillant avec les supporters. Enfin, voilà, c'est vraiment une personne admirable et un exemple pour tout le monde. Et voilà, après, pour revenir sur sa fin de carrière, voilà, enfin, il a 30 et quelques années. Il faut venir à l'entraînement tous les jours et il reste au top de la forme pour au final jouer que quelques minutes par match. Au final, voilà, pour lui, il vaut mieux qu'il se consacre peut-être à autre chose et il fait bien du coup de mettre Mais c'est sa déjà bien carrière, comme je l'ai dit. c'est déjà bien qu'à 36-37 ans, il ait pu quand même faire 13 matchs encore en Ligue 1 cette saison. Oui, après, dommage qu'il n'ait pas eu cet adieu. En tout cas, on espère qu'il aura la saison prochaine, le plus tôt possible et surtout avec du public. Au revoir Rouly, c'est la question qu'on se pose. Rouly qui a été prêté au MHSC la saison dernière avec option d'achat, une option d'achat d'environ 10 millions par la Real Sociedad, mais surtout un salaire de 150 000 euros que paye Montpellier. Cette saison, il a joué quand même 25 matchs, donc c'était l'homme providentiel hein, cette saison. 35 ballons captés, 27 buts encaissés. C'est quand même, on peut dire peu pour 27 matchs joués, et 56 ballons détournés. Donc, le débat qui nous concerne, déjà, est-ce que vous pensez qu'on va réussir à conserver Rouly, Dorian? J'aimerais bien qu'on le conserve. Après, il y aura forcément les aspects financiers qui vont entrer en jeu. Voilà, ça reste 10 millions à sortir dans les caisses du club. Et vu la situation actuelle, le club a dû perdre sûrement beaucoup d'argent avec la crise du coronavirus. Donc, est-ce que le club a les capacités financières de lever l'option d'achat pour Geronimo Rouly? Si ça ne tenait qu'à moi, évidemment, le talent, il est indéniable chez ce joueur. Il faut lever l'option d'achat pour Geronimo Rouly. Parce que si on le perd, qui retourne à la Real Sociedad, nous, on se retrouve avec Dimitri Berthaud dans les buts. Soit on fait la saison avec Berthaud, ou soit, dans tous les cas, il faut acheter un autre gardien. Et mettre 5-6 millions. 5-6 millions. Et qu'est-ce que ça changerait de mettre 5-6 millions sur un autre joueur quand on peut mettre allez, 10 millions pour vraiment un top gardien du calibre de Geronimo Rouly. Voilà, maintenant, donc, ouais, après Berthaud, on verra. Ouais, non, Berthaud, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible pour le moment. Mais Lucas en goal, mais pas Berthaud. Ah, mais après... ça peut le faire, ça peut le faire. Oui. Je demande juste à Perrault après le match. 2, 3, 8, c'est bon. Attends, on peut t'acheter un robot, Vincent. Non, avant. Comme dans les collègues, au bout de 4 IK, tu fais des arrières lunettes. Nicolas, justement pour un peu introduire la question, est-ce que Montpellier ferait une erreur en ne s'alignant pas financièrement pour conserver Rouly? Moi, je pense que oui, parce que là, avec, comme l'a dit Dorian, avec cette crise et tout, il ne va pas y avoir beaucoup de joueurs qui vont vouloir partir de leur club. Ça va être très compliqué de trouver un bon gardien et en plus dispo sur le marché des transferts. Ça va être vraiment introuvable à un prix abordable en plus. Donc voilà. Après, je trouve que 10 millions, ça fait quand même cher pour Rouly. C'est un très bon joueur, mais on a déjà lâché 10 millions l'année dernière pour Savanier. C'était déjà notre plus gros
plus gros transfert. Il a Il 27 a ans, je crois. 27 ans, si je dis pas d'erreur. 27 ans. Ouais, ça fait quand même assez cher. Je pense que si on peut un peu le négocier, je ne sais pas si c'est possible, ça serait bien de le recruter. Je pense que oui, ça serait une erreur de ne pas le recruter quand même. Oui, parce Après- qu'à savoir qu'apparemment, il n'est pas en très bon terme avec son club de la Real Sociedad. On en, on en Oui, parlait hier, oui, Dorian. on en parlait hier en off. Voilà, la Real Sociedad, ils sortent d'une saison absolument incroyable. Ils terminent quatrième. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas ce que va devenir le championnat espagnol, mais pour l'instant, ils sont quatrième Quatrième. de Liga. Et Ouais, ils oui, sont donc quatrième. ça se qualifie en Ligue des Champions, la Real Sociedad pour l'instant. Après, de ce qu'on sait, apparemment, il serait indésirable au club. À voir ce qu'il en est maintenant. Ils ont un gardien qui tient la route pour le Ah, il a moment. un gardien. Voilà. Après, le problème, il se pose pour nous financièrement. Quelles sont nos capacités financières pour payer un gardien de ce calibre? Est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, négocier avec la Real Sociedad, trouver une solution qui nous Un terrain d'entente, ouais. permettrait d'étaler les paiements sur plusieurs semestres, sur plusieurs années? Donc, par exemple, payer, je ne sais pas, 5 millions. 10 fois sans frais. Ouais. Non, mais Puis pourquoi dis- pas, c'est une solution. Payer Oui. Rulli 5 Et, millions cette saison, payer 2 ou millions bien et un demi la échange, saison. ou un échange avec Berthaud. Oui, Ouais. aussi, Je l'amène. Je Non, bien l'amène, sûr. Chico. Non, il n'y a pas de l'amène à souci. Lyon. Je le ramène. Si Berthaud nous écoute, il n'y a pas de souci avec lui, on le respecte, mais c'est vrai qu'il nous faut un gardien pour jouer l'Europe. Voilà. Vincent, je vais donner la parole à Vincent parce qu'il faut quand même Vas-y, avancer vas-y. dans l'émission. C'est Est-ce moi, que pour toi, dis-moi. vas-y. Je disais, Ouais. voilà, Rouli, oui, il faut le garder. Il faut péter le portefeuille. Économiquement, je pense qu'on n'est pas trop dans la merde par rapport à certains clubs qui ont des salaires mirobolants à des joueurs. Moi, je pense qu'il faut faire l'effort parce que c'est un très bon gardien. Moi, je le trouve meilleur que Lecomte. Mais justement, il fait Vincent, le débat qui arrive, est-ce que Rouli a fait oublier Benjamin Lecomte? Ah oui. Ben oui, parce que moi, franchement, je le trouve meilleur, Rouli. Moi, c'est Zizou. Hein. À chaque fois, ça tire. C'est Zizou. Et à chaque fois, ça tire. Il n'y a pas un but, quoi. Enfin, Lecomte était très bon en soi, mais moi, je trouve que Rouli est meilleur. Il est meilleur sur sa ligne. Il est meilleur en ballon haut. Il est meilleur. Il jaillit plus vite. Moi, je trouve que Rouli est meilleur, qu'il faut le garder, qu'il faut casser le petit cochon et qui nous a fait oublier Lecomte. Je vois que Dorian est démangé par l'envie de répondre et contredire Vincent. Alors, je te laisse répondre. Et n'hésitez pas sur le chat YouTube à nous donner votre avis. Est-ce que Je vais te Rouli taper, a fait Dorian. oublier Benjamin Lecomte? Non, alors, sur le fait qu'il ait fait oublier Benjamin Lecomte, je suis absolument d'accord. Voilà, c'est un gardien qui tient totalement la route et je ne vais pas cracher sur Roulis, ses performances sont tout à fait bonnes. Il ne faut pas oublier par contre que Benjamin Lecomte, les gars, quand il était chez nous, on l'a eu vraiment, mais au pic de sa carrière, il était parmi les gardiens de l'équipe de France. Ouais, C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel pour un club de notre calibre. Donc voilà, Benjamin Lecomte, comme on en parlait avec Nicolas hier, en off, pardon, ses relances dans le jeu aérien, il est meilleur que Jean Rouli. Peut-être pas je sur trouve la qu'en ligne. relance, c'est meilleur. Ouais. Pour moi, les Relance relances de main Lecomte, pied, Lecomte, ouais. c'était vraiment très très fort. C'est vrai que Lecomte avait l'impression d'être plus serein dans les cages que Rouli. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Oui, après, à la question, est-ce que Rouli a fait oublier Lecomte? Moi, je te réponds comme Dorian et Vincent, carrément oui, puisque à aucun moment de la saison, on s'est dit oh putain, là, si on avait eu Lecomte, ça ne serait pas passé comme ça. À aucun moment, on regrette Rouli. Donc ça, carrément, Rouli a fait oublier Lecomte. Il est très très bon sur sa ligne, il nous a arrêté 2 pénaltys. Enfin, vraiment, c'est un très très bon gardien. Et certes, Lecomte était, on va dire, un peu plus complet, mais Rouli est vraiment un très bon gardien de Ligue 1 et ça serait vraiment dommage de ne pas le conserver. Donc globalement, on est quand même tous d'accord. Rouli a fait oublier Lecomte, mais on pense quand même que Lecomte avait un niveau supérieur à Rouli. Après, si je ne me trompe pas. ça se joue à rien. Enfin, on compare ça se joue à deux rien. gardiens d'un très bon niveau. Voilà, de gardiens qui ont largement De le gardiens niveau pour nous. internationaux. International, pardon.
Non, mais c'est exactement ça. Et c'est voilà, ces deux gardiens qui ont quelques qualifications en Coupe d'Europe, tiendraient largement la Ah route. oui, Que ça soit Lecomte, bon, il est parti, mais Rouli est un très bon remplaçant de Lecomte, même si je trouve ouais. qu'il est à peine moins bon. Mais ça se joue à pas grand-chose. Les conséquences de cette fin de saison, avec notamment le cas financier, avec des droits TV qui ne vont pas être reversés, les pertes des billets de match, bien sûr, parce que pas de match, ça veut dire pas de revenus, personne au stade, forcément. Un manque à gagner de 5 ou 6 millions d'euros, d'après les propos de Laurent Nicolin, qui a d'ailleurs dit que la saison prochaine allait être plus compliqué, mais que le club allait s'en sortir plus facilement que des clubs comme l'Olympique de Marseille, notamment. Alors, êtes-vous inquiet pour les finances du club qui commençaient quand même à se stabiliser, voire même progresser, Vincent? Je pense qu'on n'est pas inquiet pour les finances parce qu'on a fait quand même quelques beaux mercato où on a fait un peu de sous. Après, on doit, bien sûr, on en perd, c'est sûr, hein, comme entre guillemets tous les clubs. Mais moi, je suis pas du tout inquiet pour les finances. Vincent, pas inquiet, c'est réglé. Dorian, Ben, moi, ouais, non, je suis pas trop inquiet non plus parce que bon, c'est sûr qu'il y a un manque à gagner par rapport aux droits télé parce que bon, Canal+, ils n'ont pas payé ils n'ont pas fait le dernier versement à la Ligue. beIN Sport ne devrait pas le faire non plus. Donc forcément, ben, ça fait un manque à gagner pour tous les clubs car ces droits sont redistribués directement aux 20 clubs de Ligue 1. Donc voilà, ça fait plusieurs millions d'euros qui ne rentreront pas dans les caisses du club. Après, on sait que la Ligue a fait un emprunt pour essayer de compenser ces non-versements pour les droits télé. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les billetteries jour de match, voilà, les places qui se vendaient, ben, ça aussi, comme il n'y a plus de match, eh ben, c'est de l'argent en moins qui rentre et dans la les boutique, caisses. mine de rien aussi. La boutique, voilà, qui est fermée, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font que le club réduit ses recettes considérablement. Et après, les dépenses, ben, les salaires, il faut les payer, même si les joueurs, ils ont accepté de les réduire. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Oui, Je sais ils ont baissé pour permettre aux salariés du club moins en vue, mais qui font vivre le club de quand même avoir leur salaire tous les mois. C'est ça. Il y a du coup 90%, j'ai vu 90% des salariés du club qui se sont mis au chômage partiel. Donc, bon, forcément, voilà, ça réduira les coûts des salaires. Après, là où je ne suis pas inquiet, c'est que là, il y a eu un rapport qui a été publié il y a plusieurs jours sur la période 2010-2019. Montpellier, c'est quand même le deuxième club qui a engendré le plus de recettes sur les clubs français professionnels. Sur cette période-là, en 10 ans, ils ont fait plus 19 millions dans les caisses. C'est le deuxième club derrière le PSG. Je pense que ça fait déjà, ça montre que la santé financière du club, elle est déjà très bonne. Ensuite, lors du dernier mercato, lors de la dernière saison, le club a terminé avec un excédent de 3 millions d'euros au total et a gagné, enfin voilà, avec les recettes dues au mercato, ils ont eu plus de 20 millions en balance positive. Mais par contre, cette année, le souci, c'est que comme nos principales recettes venaient également du mercato, la valeur des joueurs français va forcément baisser vu qu'il n'y a plus de matchs comparé à des championnats enfin des joueurs allemands qui, eux, vont sûrement rejouer d'ici la fin du mois. Voilà, la valeur des joueurs français va baisser et forcément, ça sera également un manque à gagner pour les clubs français et pour un club comme Montpellier, ça risque d'avoir de lourdes conséquences. Je m'adresse au Montpelliéraud si vous recherchez un comptable. Dorian est là, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à réagir, bien sûr, à nous dire si vous êtes inquiet par rapport à la situation sanitaire qui a fait que le championnat a été stoppé et à savoir si Montpellier va s'en sortir à l'aisement financièrement. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je rejoins Dorian et Vincent, hein. Je pense que on n'a pas vraiment à s'inquiéter, hein, comme le disait Dorian avec son exemple là du rapport. Nicolin a très bien, enfin les Nicolins ont très bien su gérer. Le fils Laurent Nicolin gère très bien le club depuis qu'il a repris. Je pense que vraiment on peut lui donner une confiance aveugle.
il va très bien s'en sortir. On a fait quelques coups au mercato en vendant des Lecomte, des Aguilar à des certains prix. Ça a renfloué les caisses. Après, c'est sûr que, ben, comme vous l'avez dit, on perd des sous, mais comme tout le monde. Mais voilà, après, je pense qu'il n'y a vraiment pas à s'inquiéter malgré tous ces sous qu'on va perdre. Voilà, Nicolas va très bien gérer, je pense. Puis Dorian veut réagir? ouais, il a parlé de ça dans l'émission de Bertrand Quenot sur France Bleu Héros. Voilà, il a dit qu'ils ont des fonds qui leur permettent pardon, de survivre 3, 4 mois, mais qu'au-delà de ça, ça va être forcément compliqué pour le club. C'est sûr que Ils ça va être ont, compliqué. il y a un accident. Et, Enfin, et voilà. justement, je me permets, j'en profite pour parler de la cagnotte qui a été mise en place par les Ultras et tout simplement le club du Montpelliérault qui va être versé au CHU de Montpellier. Donc, il y a la cagnotte en ligne. Et les Elle est sur, masques? oui, pour les masques. N'hésitez pas à aller sur France Bleu Héros où vous trouverez la cagnotte ou bien de toute façon sur le net. Vous trouverez la cagnotte et n'hésitez pas à donner un don, même 1 euro, ça fait plaisir et ça aidera ceux qui se battent pour nous. On va enchaîner avec le mercato perturbé, les conséquences de ce mercato, à l'image de Roulic qui ne pourrait pas être conservé parce que Montpellier aurait un manque à gagner financièrement, le besoin de renfort offensif qui persiste et l'éventualité d'une recrue défensive dont a évoqué le président Nicolin en défense centrale. Nicolin a déclaré qu'une prolongation de Vito n'empêcherait pas de recruter un défenseur central parce qu'il faut penser à l'avenir. Alors, comment voyez-vous ce mercato se dérouler la saison prochaine ou cet été tout simplement, Vincent? Je pense que ça va être un mercato bizarre pour tous les clubs, même pour nous. Je pense que, comme tu dis, il faut se projeter déjà sur le cas Roulic pour déjà être bien un défenseur central et un attaquant. C'est tout ce qu'il va nous falloir. Après, on a un effectif quand même complet, assez complet, assez compétitif. Donc, je pense que c'est plus sur le défenseur central, un attaquant pour un peu combler des fois, laisser au repos un peu Laborde et Delors et le gardien. Je pense que ça ne va pas être un mercato non plus énorme. Et c'est là qu'on se réjouit peut-être tant bien que mal de ne pas jouer l'Europe parce qu'avec un mercato tronqué, ça aurait pu être très, très dommageable pour Montpellier, notamment en Ligue 1, ça aurait pu coûter très cher. Dorian, je te donne la parole. Ouais, comme l'a dit Vincent, il va falloir se renforcer en défense et en attaque. Voilà, c'est sûr qu'il va falloir faire souffler des joueurs comme Laborde et Delors. Parce que oui, si on avait joué l'Europe, je pense que Laborde et Delors, ils étaient partis pour jouer 60 matchs la saison prochaine, hein. Enfin, donc, Ouais. on a eu Skuletic, bon, on sait comment ça a fini. Donc, il faut voir quel type de joueur cibler en attaque. Après, en défense, il y avait alors, c'est qui? C'est Mohamed Toubache qui parlait de Briançon à un moment. Alors, il y a quelques Mais de toute semaines de façon, cela, à mon avis, ça a oublié, surtout avec la période actuelle, ça m'étonnerait qu'il et quitte voilà, l'Olympique. maintenant pour préparer le mercato, il faut aussi se plonger dans les caisses. Forcément, comme on a expliqué tout à l'heure, si le club perd de l'argent, ça fait de l'argent en moins qui pourrait être utilisé pour le mercato. On sait que le club a beaucoup dépensé la saison dernière, mais aussi beaucoup vendu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vendre cette année pour compenser ces achats? Quel joueur pourrait partir et à quel prix? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la valeur des joueurs français, alors c'est Pierre Rondeau qui l'expliquait, pourrait baisser de 20% du coup par rapport aux autres championnats s'ils reprennent. Et forcément, pour un club comme Montpellier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut avoir des conséquences très lourdes pour notre mercato. Donc, pour voir quelles seront les stratégies qui seront utilisées et quel type de joueurs seront ciblés et surtout à quel prix. Et surtout que Montpellier s'est sacrifié pour payer le salaire de Roulic dans les dernières heures du mercato. Nicolas, est-ce que toi, tu es inquiet tu es inquiet et comment tu vois ce mercato? Je pense vraiment qu'on va avoir un mercato assez tranquille parce que je vois pas, comme l'a dit Dorian, qui on pourrait vendre, hein.
vraiment, on a quand même un effectif assez bon. Je vois pas qui pourrait partir à part des Skulecic. Enfin, Camara va partir à la retraite. Après, c'est sûr qu'il nous faut un attaquant. Voilà, même si son rôle était moindre cette année, Camara, il part à la retraite. Skulecic, il vaut rien. Et Youn, j'ai l'impression qu'il va jamais percer en Ligue 1. Donc, il faut vraiment qu'on ait Et des justement, doublures. je me permets de te couper, Nicolas. J'ai Ouais. lu des propos de Vittorino Hilton qui encensait justement Youn et qui disait qu'il avait fait un très bon match à Angers et qu'il avait du ballon. Faut lui Ouais, laisser le ouais, temps je aussi, sais, hein. mais j'ai l'impression je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'on va pas lui laisser sa place. Après, peut-être que on verra comment Derzac l'intégrera, mais je pense vraiment qu'il faut qu'on recrute des doublures à Delors et Laborde parce que comme l'a dit Dorian, heureusement qu'on joue pas l'Europe, sinon les deux auraient joué 60 matchs, 60 matchs la saison prochaine. Et même là, on a vu que quand on n'avait ni Delors ni Laborde, on n'avait personne à mettre et c'était Mm. très compliqué sans eux. Ouais, non, Donc sans eux, il en faut vraiment recruter des doublures. Après, concernant la défense centrale, c'est sûr qu'il nous faut un après Hilton, hein. Bon, chaque fois qu'on annonce un joueur après Hilton, Hilton prolonge. Mais là, il est quand même sur la fin. Il lui reste une, voire deux saisons max. Il faut qu'on s'étoffe un peu en défense. Mais avant de parler de ce qu'il faut recruter, est-ce que vous pensez que ça va être déjà un mercato tronqué et est-ce qu'on va pouvoir recruter tout simplement? Est-ce que les joueurs vont bien vouloir changer de club pendant cette période compliquée? Nicolas, je te redonne la parole pour poursuivre tes propos. Bah, c'est vrai que le mercato, quand même, va être. On ne sait pas vraiment comment il va se passer, ni les dates de début, ni de fin. Enfin, je crois on sait toujours pas. Donc, ouais, je pense que ça va être un mercato très bizarre. Je pense pas que les joueurs, vu la situation actuelle, vont vouloir trop bouger, quoi. Enfin, je vois pas vraiment. On sait pas vraiment comment ça va se passer, donc ça va être un mercato, on va dire, très, très léger, je pense. En tout cas, du côté de Montpellier. Une réaction, messieurs? Ouais, dans tous les cas, je répète ce qu'on a dit tout à l'heure, mais si Rouli il ne reste pas à Montpellier, il nous faut un gardien. Il Ça, nous c'est faut sûr. un gardien. Il nous faut un bon gardien. Parce qu'il va falloir dans tous les cas mettre le prix, qu'il y ait eu Là, des on n'aura pertes pas le choix. financières ou non. On n'a pas le choix. Il nous faudra un Tout, gardien qui nous fasse la saison. Excuse-moi, mais pareil, je ne veux pas être méchant avec Berthaud comme on l'a fait tout à l'heure, mais on peut pas se permettre de le faire jouer les 38 matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Ce n'est Mais pas non, on a vu possible. ce que ça a donné surtout sur, que sur 10 le, minutes le à nombre, Paris. le nombre Ouais, de joueurs sur le mercato, le nombre de gardiens sur le mercato et même de joueurs plus généralement va être très limité. Eh Donc, oui, pour c'est ça. pouvoir se procurer un joueur ou un gardien, il va falloir mettre le prix, Vincent. Le micro, micro. le micro, Vincent. Oh, pardon. Oui, après, voilà, c'est tellement important un gardien que, quoi qu'il arrive, il va falloir ou essayer d'acheter Rouli, ou après, voilà. Et tu peux pas faire la saison avec Berthaud. Il est bien gentil, on l'aime bien au village, mais il n'est pas assez sûr, il n'a pas assez de maturité. Moi, je trouve maladroit. Je préfère encore l'autre, là, qui a le jeune. Carvalho, ouais. Ouais, voilà. Je Mhm. préfère encore lui, tu vois, Et oui. Et à que savoir si Berthaud. c'est C'est Berthaud, peut-être dès qu'il fait la pas faille. lui à savoir si c'est peut-être pas lui l'avenir, mais ça, on en parlera dans les prochaines semaines, voire mois. Dorian, je sais pas si tu veux Après, voilà, réagir. c'est sûr que. Non, Dorian? Vas-y, Dorian, oui. vas-y. Non, après, moi, je préfère insister sur le fait aussi que Montpellier est un club qui vend beaucoup de joueurs et que je ne sais pas comment le club veut parvenir à récupérer de l'argent sur les ventes de ces joueurs qui pourraient partir. Moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Mollet. Mais si on vend Mollet, je négocie même pas, c'est 10 millions, pas moins. Enfin, si je suis le club, je le vends pas à moins de 10 Gentil, ouais. millions. Donc, après, qui on peut vendre, je ne vois pas comment le La club Borde pourrait qui a été très courtisée aussi. d'abord décourtiser, mais comme l'a dit son agent, là, j'ai vu une déclaration qui était passée, il partirait pas n'importe où et à n'importe quel prix non plus. Enfin bon. Moi, Laborde, Oh, je ne le vois pas partir cet été. Delors, je ne le vois pas partir. Enfin, pour moi, le seul joueur qui potentiellement pourrait partir du club, si on enlève la fin du prêt de Rouli, ça serait Mollet. Mais du coup, il faudra aussi un remplaçant à Mollet si Mollet viendrait à partir.
affaire à suivre. En tout cas, on va s'éloigner un peu de Montpellier et se rapprocher de notre championnat. À savoir qu'une reprise est prévue entre août et septembre, d'après la LFP et les propos d'Edouard Philippe, mais aucune certitude concernant la date. Des matchs évoqués à huis clos, peut-être jusqu'en 2021. Des pays qui prévoient de faire reprendre la saison, notamment l'Allemagne dont j'ai évoqué tout à l'heure, l'Italie aussi, si je me trompe pas. Il y a des matchs qui n'ont pas été joués depuis mars. Donc les jambes ne sont pas du tout entraînées, elles ne sont pas du tout prêtes pour faire des matchs. Il y a des risques encore concernant l'épidémie, qu'on se replonge en confinement. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Alors comment déjà voyez-vous venir cette saison? On a parlé du mercato, mais sportivement, comment vous voyez venir cette saison prochaine, Nicolas? Ben, déjà, si elle reprend en août ou en septembre, je pense très certainement qu'elle va commencer, qu'on va la débuter à huis clos. Je pense qu'on va pas revoir la motion d'ici un petit moment. Après, on n'est pas médecin ni devin, donc on peut pas vraiment savoir comment elle va évoluer la situation dans les mois à venir. Mais ouais, je pense qu'on va sûrement retrouver notre cher Mosson quelques semaines après la reprise du championnat si tout se passe bien. Ce qui est sûr, c'est que enfin, moi, je suis quand même un peu contre ces matchs à huis clos parce que c'est pas vraiment du football, hein. Le huis clos, il y a aucune émotion dans ce genre de match. On l'a vu, le match Paris-Dortmund, c'était vite, c'était mort, c'était nul, quoi. Donc voilà. Dorian, toi, comment tu la vois venir cette saison prochaine? Et Ah, moi, je n'hésitez suis... pas à nous dire sur le chat comment Mm. vous voyez vous cette saison, s'il va être elle va redevenir normal ou bien si ça va être complètement bizarre, comme l'évoquait tout à l'heure Nicolas. Alors, oui, moi je suis d'accord avec Nicolas. Je vois bien la saison reprendre à huis clos, même si c'est difficile de se projeter vers l'avenir et de savoir comment va évoluer cette épidémie. Après, moi j'ai envie de me dire, bon, si les conditions sanitaires permettent aux joueurs de reprendre le championnat, moi ça me pose pas de problème de voir des matchs à huis clos parce que bon, excusez-moi, mais bon, Ouais, c'est on sûr. sait Ouais. tous 5 mois sans football, les gars, ben, ça, ça nous manque un moment, quoi. Et bon, donc il faudrait que ça reprenne en août, à huis clos, donc, ou avec du public, ça, à voir suivant la situation sanitaire. Mais il faut surtout, pour revenir sur les finances, que les droits télé soient payés. Parce que si le championnat ne reprend pas en août et alors que Mediapro va prendre le relais si Mediapro ne paye pas les clubs, mais ça va être vraiment une catastrophe financière terrible pour tous les clubs de Ligue 1. Donc il y a ça à prendre en compte. Il faudra voir aussi donc, voilà, quand est-ce qu'il y aura le retour du public. Et d'un point de vue sportif pour la saison prochaine, pour Montpellier, il faudra absolument viser une place européenne. Ça fait 3 ans qu'on tourne autour du pot. Là, l'année prochaine, Il mettre n'y a les plus le bouchées choix. doubles et aller chercher l'Europe. Donc Dorian, relativement quand même, on peut dire inquiet par rapport à la saison prochaine. Vincent, est-ce que tu rejoins les propos de Dorian? Alors moi, je vois la saison un peu brouillon comme la barbe à Édouard Philippe, en fait. On sait pas. Voilà, moi, je pense que ça va être comme ça. Pour l'instant, si on écoute le gouvernement, moi, je les écoute plus, donc voilà. Donc, et moi, je veux qu'il y ait du foot, je veux qu'il y ait de la baloche. Et c'est vrai que bon, voilà, les matchs à huis clos, c'est c'est malheureux. On va les C'est mieux regarder que à la rien. télé, obligé, parce que voilà, oui, c'est mieux que rien, c'est sûr, mais voilà, il n'y a pas de. Moi, je trouve pas ça sympa, mais il faut qu'il y ait à tout prix qu'ils reprennent, parce que comme tu dis, Dorian, il y a des manques à gagner, il y a l'argent qui vient en compte, voilà, et puis on ne va pas être confiné 6 ans, quoi. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir que tout le monde fasse des efforts, c'est sûr, que ce soit la Ligue et les gens, mais il faut que le foot reprenne, c'est sûr. Après, qu'ils reprennent à huis clos, c'est sûr, ça va être un peu embêtant, mais qu'ils reprennent, et après, on verra comment ça avance par la suite, quoi. Justement, Vincent, on va tourner un petit peu autour du pot, mais quand tu penses pouvoir remettre les pieds à la Monson, toi? Mais moi, je suis même prêt à me La question piège. déguiser.
Oui, mais même moi, je suis même prêt à me déguiser en intendant. Je plierai les slips. Il n'y a pas de problème. Je plierai les slips, les affaires des joueurs pour voir un match. Mais je vais même me déguiser en, comment ça s'appelle, en canapé. Là. C'est vraiment, En je Payadino. sais pas. Moi, Ah, ouais, voilà, un tu peux toujours te Canadino. déguiser en Youn, hein. Je peux me déguiser en Michael Youn, même. Exactement. Non, mais En après, Michael voilà, Youn. moi, j'espère que ah, voilà, avant Noël prochain, on puisse aller à la Mosson quand même. Enfin, ce serait sympa. Quoi. Eh ben, et Mais bon, on justement, verra bien. avant Noël prochain, on se rapproche justement de la date dont il est question, à savoir janvier 2021. Dorian, même question. Tu penses revenir quand à la Mosson, toi? Bien sûr, pour voir un match, hein, pas pour te balader. Bon, ouais, pour me balader, ouais. Non, moi j'espère, allez, je vais être optimiste, j'aimerais bien que ça soit en septembre. J'espère que tout ça sera terminé, vraiment, j'espère, même si voilà, il faudra faire passer évidemment la santé avant tout, mais j'espère que d'ici le mois de septembre, on pourra remettre les pieds à la mousson parce que bon, je vous cache pas que ça commence un peu à me manquer tout ça et que bon, voilà, l'ambiance des matchs, voir les joueurs sur le terrain, ben ouais, ça manque et j'espère revivre ça au plus vite. Ben justement, on va suivre l'exemple de ce qui nous servira d'exemple en tout cas, à savoir l'Allemagne et l'Italie qui vont reprendre le championnat. Et on va bien voir comment ça se déroule. Si ça se passe favorablement, on peut songer à une reprise de la Ligue 1 en août, septembre, comme vient de le dire Dorian. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que là, l'Italie et l'Espagne vont reprendre, mais ça va être à huis clos. Du coup, on n'aura pas vraiment d'exemple à suivre pour les rassemblements de supporters dans un stade. C'est pour ça que ça me semble quand même assez utopique que on puisse, nous les supporters, revenir dans les stades directement en septembre ou octobre. Je pense qu'on va devoir attendre encore quelques semaines et la date de janvier 2021 me semble quand même pas totalement incohérente, même si ça me fait mal au cœur. Bien que la situation sanitaire soit le plus important et notre santé, on espère bien sûr remettre les pieds à la mousson qui nous manque énormément le plus rapidement possible. On va passer aux dernières grosses parties de cette soirée, à savoir l'effet de la saison. Donc, on va revenir un peu sur le proche et le positif ou pas d'ailleurs à retenir, à savoir en commençant par les moments marquants. J'ai sélectionné quelques moments. La victoire 1-0 face à Lyon à la Mosson, donc en début de saison, avec une énorme frappe de Souquet. Son premier but d'ailleurs. Là, on pensait que c'était un génie d'ailleurs, ce Souquet. Il en a mis un autre d'ailleurs face à Nîmes. La victoire 1-0 lors du derby. Encore une frappe de Souquet. Le premier but de Savanier à la Mosson contre Toulouse, donc une frappe de 20 mètres un peu déviée. La défaite face au PSG 3-1, donc un contexte qu'on se souvient tous, qui nous a fait presque pleurer d'ailleurs. Le nul à Dijon, de partout, un match fou qu'on pensait gagner, mais qu'en deuxième mi-temps, on a totalement lâché, ce qui nous coûte 2 points et qui aurait pu nous permettre justement de se qualifier en Europa League. La première victoire à l'extérieur à Amiens, alors ça c'était phénoménal, hein. Et Face la à Amiens, une dernière. victoire. Et la première et la dernière d'ailleurs, une victoire à Amiens 2-1 et également la victoire contre Saint-Étienne 1-0 à 10 contre 11 avec l'expulsion de Sambia. C'était vraiment un match référence dans les têtes parce que les joueurs s'étaient battus et étaient restés complètement soudés malgré une faible prestation. Mais c'était un match à retenir. Et d'autres moments marquants, je vous laisse, si vous en avez bien sûr, si vous en avez sélectionné. Quel est le moment qui vous a fait le plus vibrer, qui vous a le plus marqué et pourquoi, Dorian? Alors moi, je vais parler du match contre Lyon. Alors c'est peut-être pas le plus beau sur toute la longueur du match, sur les 90 minutes, mais vraiment en termes de vibration quand il y a eu le but de Souquet, mais on s'est tous levés, on a tous fait ouais, bah, bravo, bravo monsieur. Et enfin la frappe, elle est juste extraordinaire et voilà, en termes d'émotion et ouais, de vibration, on était vraiment au niveau maximal. Donc moi alors, quand on me parle d'un moment marquant de la saison, je pense à ça. Après, bon, si on part dans les côtés un peu plus négatifs,
Il y a la défaite à Rennes, il y a la défaite face à Paris. La défaite face à Paris est peut-être celle qui m'a fait le plus Ah oui, mais lâcher de la ouais. saison. Et on en parlera, oui, sûrement plus tard. Enfin, c'est une autre Non, mais quand je dis le moment le plus marquant, ça peut être marquant Ouais, non, mais voilà. dans les deux sens, et bien sûr Ah, ça m'a marqué positif parce que comme j'ai négatif. vraiment pété un plomb ce soir-là. Donc, oui. Et moi je te rejoins Dorian sur le but de Souquet. En plus, on venait de rater un penalty juste avant, si je dis pas de bêtises, hein. Et, Oui, de Delors, ouais, c'est Delors, ça. ouais. et Lyon venait de gagner 2 matchs, dont un 6-0 contre Angers. On les voyait déjà Ouais, champions et de ils France. se voyaient, voilà, les Lyonnais se voyaient déjà Ouais, champions de France. Donc c'était vraiment un but salvateur et puis une victoire salvatrice aussi. Nicolas, quel moment t'as le plus marqué et tu souhaites garder en tête? Moi, celui qui m'a quand même plus marqué, on va dire, émotivement, c'est quand même le premier but de Savanier à la Mosson contre Toulouse. Parce que voilà, c'est l'enfant pailladin qui revient et c'est à la 74e minute. En plus. Il pouvait pas signer un meilleur retour. C'était vraiment quand même quelque chose. La frappe est belle, même si elle est quand même déviée. Savanier, mis à part les pénaltys, il a mis que des buts cette saison à l'extérieur de la surface. Donc ça, c'était son Oui. premier. Et franchement, mais c'était vraiment enfin, un moment quand même assez fort en émotion, quoi. 74e minute. Savanier, il s'est battu, enfin, il s'est pas battu, mais il voulait absolument revenir à la paillade et franchement, il a, il a vraiment rendu hommage de la plus belle des manières. Enfin, il a vraiment fait son retour de la plus belle des manières dans notre club, quoi. Et amis auditeurs, supporters, n'hésitez pas à nous donner votre moment le plus marquant qui vous a fait le plus vibrer cette saison. Alors, on a du côté de Dorian, on a Souquet face à Lyon, on a TJ Savanier face à Toulouse pour Nicolas. Et alors, pour Vincent, qu'est-ce que tu retiens, toi, comme le moment qui t'a le plus marqué? À un moment, moi j'ai bien aimé la victoire contre Saint-Etienne où on a vu que on avait vraiment l'esprit, la paillade, on était à 10 contre 11. On a gagné, entre guillemets, avec ce qu'on avait dans le pantalon. Et c'est vrai que j'ai bien aimé aussi, ouais, le but. Je me rappelle le but de Souquet, là, quand il arrive, là, challenge, plein de lunettes, hein, le gardien n'a même pas bougé, là, la pompe à vélo de Lopez. Mais ouais, ces deux moments, c'était sympa. Et comme il a dit, Nico aussi, but de Savanier là, contre Toulouse, plein de lunettes, à la 74e, il était pas mal. On a eu quelques bons moments à la maison. J'aurais aimé avoir quelques bons moments à l'extérieur. Bon, après, on a gagné à Amiens, mais les gars, Amiens, c'est 60. Donc voilà, on a gagné à Amiens, c'est pas non plus la folie. On était content parce que c'était la première victoire à l'extérieur et qu'à l'extérieur, on jouait comme des pipes. Mais après, je pense que c'est pas un On va y moment. venir. Hein. On va y venir, on va y venir. Ouais. Il y a beaucoup à dire, ça. Hein. Ouais. Il y a aussi, Et justement, ouais, vas-y, Dorian. à domicile, il y a aussi le but de Delors, là, contre Amiens, si je me souviens bien. Là, je crois qu'on gagne Ouais, 4-0. la grosse frappe. La Oui, grosse je frappe qui l'ai. part à 300 Oui. km/h, là. Il Je pleuvait. l'ai pas D'ailleurs. sélectionné. On C'est rappelle pour ça ça. que je vous ai dit, si vous avez des moments qui vous ont marqué autres que ceux que j'ai sélectionnés, Ah ouais, n'hésitez Non, pas. mais on a quand même eu j'étais des debout. très beaux buts cette saison, hein. Ouais. Comme Ouais. je Ah disais, oui, oui, Savanier, oui. il a mis que des belles frappes de l'extérieur. Hmm. Je me souviens d'un coup franc de Mollet, je ne sais plus contre qui c'était. Magnifique À coup franc Metz, là, de 30 mètres. Non, c'était pas Metz, mais je je crois que sais c'était en plus. Coupe de la Ligue. Je ne suis pas sûr, mais le match contre Caen, je ne suis vraiment pas sûr. Mais franchement, on a mis quand même des beaux buts. Le but de Delors à Bordeaux, là, le premier but de la saison Oui, à l'extérieur, La oui. reprise de volée, le ouais. ciseau. On a mis quand même vraiment des très beaux buts cette saison, hein. Hmm. Je me permets aussi de donner mon avis concernant ce débat qui m'intéresse. Moi, je rejoins Vincent et la victoire à Saint-Etienne parce que déjà, c'est le dernier match à la Mosson de cette saison. Et quand je vais rejoindre les propos que j'ai utilisés tout à l'heure, c'était une victoire avec les tripes contre Saint-Etienne qui était dans le mal complet et qu'on a quand même su tenir un match face à des Stéphanois qui étaient motivés pour prendre des points à la Mosson. Mais on avait tenu malgré tout et c'était un match référence. C'est dommage qu'on n'a pas pu poursuivre ce match référence Mais, en voilà. continuant d'autres matchs tout simplement, quoi. Le souci, c'est que le week-end d'après, on va perdre 5-0 à Rennes. C'est sûr. Mais ça, c'était justement ce qui va venir Ah, pour poursuivre le contraste entre domicile et extérieur. Je te laisse finir, Dorian. ouais, j'avais fait une petite liste là, on parlait des moments marquants de la saison. J'ai fait une petite liste bilan de la saison. J'ai fait sous forme de petits points voilà, qui m'avaient marqué cette saison. Bon, déjà, dans le global, pour moi, c'est une saison qui n'est pas aboutie, où l'équipe a été trop inconstante de bout à bout, mais ça, je reviendrai dans la partie domicile extérieur. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y a un manque de profondeur de banc. Je
pense que voilà, quand on a vu que ni Mollet, Delors ou Laborde étaient sur le terrain, ben, l'équipe était totalement désorganisée. Dans les points positifs, j'ai noté quand même une bonne une bonne révélation de Chotard. Voilà, qui peut, justement, on va en venir en fin on en d'émission parlera pour en fin la d'émission, mais révélation pour d'Orient. moi, il peut s'imposer dans l'équipe sur le long terme pour les saisons à venir. Et c'est un point positif quand on connaît les structures de formation du club. Voilà, on a toujours été un club qui formait bien nos joueurs et de voir un joueur comme Chotard qui peut arriver et à s'imposer en équipe première. Pour moi, c'est un bon point à retenir. Déçu par les latéraux. Souquet, Oyongo, plus déçu par Souquet parce qu'on perd Aguilar. Aguilar, c'était voilà, quelqu'un qui amenait de la présence offensive, qui faisait les efforts pour revenir en défense. Et excusez-moi, le repli défensif de Souquet, ben, c'est Steck qui fait une course sur le côté droit. Hein. Donc non, Steak à savoir Vincent, hein, bien sûr. C'est vrai il s'est fait bouffer par tous les ailiers gauche de Non, Ligue 1, mais ouais, quoi. c'est ça. Le C'est pas match contre possible. Paris, Neymar, c'était Donc voilà, ouais, non, Souquet, c'était vraiment insuffisant cette saison. insuffisant et beaucoup d'attentes pourtant sur lui en début de saison. Et donc au final, ben, on est très déçu de ses performances. Concernant Yongo, peut-être meilleur défenseur, et c'est même sûr meilleur défenseur, mais par contre offensivement, ben, les centres et les rares frappes qu'il apportait finissaient dans les tribunes. Donc voilà, quand on compare ce qu'on a eu il y a 2-3 ans avec Roussillon et Aguilar et ce que montrent Yongo et Souquet en ce moment, on est à des années Lumière. loin de ce qu'on a vu auparavant. Ça, c'est pour moi le gros point noir de la saison. Et après, bon, pour faire vite, des problèmes face au gros. Avant, on performait beaucoup face au gros et bon, un peu moins face aux équipes les plus faibles. Là, cette année, on n'a pas eu de bons résultats face aux équipes du top 5. On a fait qu'un match nul à Marseille et c'est tout. La victoire contre Lyon, oui, même s'ils sont pas top 5. Mais... Oui, voilà, bon, oui, voilà, c'est ça. Bon, après, le top 5 a changé, mais bon, tu prends Paris, Oui. Rennes, Lille, Marseille. On n'a fait qu'un match nul à Marseille. Le reste, c'est défaite. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, oui, il y a ce 1-0 contre Lyon, et il y a surtout cette défaite 5-0 à Rennes qui, moi, est toujours en travers de la gorge. Voilà. Merci. Très belle intervention d'Orient. Je ne sais pas si Nicolas ou Vincent même voulez réagir par rapport à ces faits qu'il a retenus et ce bilan qu'il a enregistré de cette saison, Nicolas. Non, là, je pense franchement, Dorian, il a fait un très très bon résumé. Après, là, on va aborder plus en détail le contraste domicile-extérieur qui va être un gros point. Mais voilà, je pense que le résumé de Dorian est vraiment très bon. Bien joué. Eh bien, justement, après ce très beau résumé, on va parler du contraste qui nous a animé cette saison entre les matchs à domicile et à l'extérieur. Un match assez presque injouable à domicile avec 10 victoires, 2 nuls seulement contre Amiens et Metz, 2 défaites contre Rennes et Paris. Donc Paris en fin de saison et Rennes à la toute première journée, justement, avec beaucoup de regrets. Et un MHSC complètement désorienté à l'extérieur. Une victoire seulement contre Amiens, la seule qu'on a pu célébrer d'ailleurs. 5 matchs nuls et 8 défaites surtout, ce qui est énorme. Alors justement, comment expliquez-vous cette discordance entre le niveau produit entre les matchs à domicile et à l'extérieur, Vincent? J'ai pas de réponse à ça. T'as envie de les taper, les joueurs, parce qu'à la maison, c'est le Real, à l'extérieur, tu joues comme Sosan. Enfin, j'ai rien contre Sosan, tu vois, mais j'aime bien Sosan, mais voilà. Je sais pas comment tu fais pour être aussi bon à la maison et aussi nul à l'extérieur. Ça, le truc, c'est un problème de mentalité, d'envie. Comment ça se fait que la mentalité, on l'a à la Mosson et on l'a pas à l'extérieur? C'est ça le public. truc, c'est que ouais, le public, mais bon, quand tu es joueur pro, je pense qu'à un moment, tu dois te dire mais c'est pas possible qu'on soit aussi nul à l'extérieur. À l'extérieur, on est nul. Tu gagnes à Amiens, oui, tu gagnes à Amiens. Oui. Enfin bref, ils ont allé gagner à Amiens. Donc, c'est pas non plus à Rennes, comme il dit Dorian, t'en prends 5, j'ai failli arracher la télé, moi. C'est pas possible. C'est une erreur, mais après, moi, franchement, je suis l'entraîneur d'Erzakarian, j'insulte les maires à tous les joueurs. C'est pas possible d'en prendre 5 comme ça, de pas se faire respecter. Fais-toi respecter, il faut se faire respecter dans la vie. Après, ouais, c'est leur boulot, mais
moi, je compare au rugby, t'en prends 30 comme ça ou 40. Eh ben, moi, je suis l'entraîneur, c'est pareil, j'ai les insultes des joueurs. Il faut avoir quand même, je sais pas, au moins un respect de soi, un respect du maillot que tu as à l'extérieur, faire un match comme ils ont fait à Rennes. Mais le lendemain, tu te balades pas en ville, tu te fais pas voir, voilà, tu t'enterres dans un bunker. C'est pas possible de faire un match comme ça. Après, c'est malheureux parce qu'on a les joueurs pour. Et voilà, à l'extérieur, eh bien, voilà, on est passé pour des pipes, quoi. Donc, j'espère que l'année prochaine, ils vont un peu remettre le bleu de travail pour éviter ces erreurs qui font que, eh bien, à l'extérieur, on est la dernière équipe du championnat. Alors peut-être que Dorian aura des raisons un peu plus expliquées et délicates à cette différence, cette discordance entre les matchs produits à domicile et à l'extérieur cette saison. Ouais, je pense qu'on peut le souligner. À l'extérieur, il y avait un manque d'envie. C'est un problème mental et de motivation, selon moi, pour expliquer ces performances parfois ridicules à l'extérieur. Euh, Moi, j'ai envie de prendre une citation. Alors, je me suis replongé là dans les matchs de Ligue des Champions en 2012. Il y avait une déclaration de Romain Pitot qui disait que sans l'envie, on est une petite équipe du championnat. Et bien, à l'extérieur, les joueurs ont montré que sans envie, était une petite équipe du championnat. Voilà, ça a toujours été comme ça, Montpellier, de la grinta, l'envie, l'esprit paillade. Et à On le connaît l'extérieur, bien d'ailleurs, hein, cet on esprit le, paillade. on le connaît bien. Et à l'extérieur, ben, on l'a pas connu. Et c'est ça le problème, surtout cette saison. Voilà, pour moi, c'est tout simplement un manque d'envie. Les joueurs étaient les mêmes, l'entraîneur était le même, le système, la tactique était la même. Mais les résultats étaient loin d'être les mêmes. Et c'est ça le principal problème. Un manque de motivation. Je pense qu'on peut que l'expliquer comme ça. Nicolas, et je pose également la question à nos auditeurs, comment tu expliques la différence produite entre les matchs à domicile et à l'extérieur? Bah, comme l'a dit Dorian, mis à part la motivation, je ne saurais pas vraiment expliquer, hein. C'est quand même assez inexplicable de comment peut-on être aussi solide à la Mosson et carrément nul, mais de chez nul à l'extérieur, quoi. Enfin, quand tu vois qu'on va aller faire des nuls à Dijon, qu'on va s'en prendre 5 à Rennes, qu'on va faire un nul à Metz, ouais, comme il a dit Vincent, on gagne à Amiens, super, ouais. Seule victoire à l'extérieur de la saison, Amiens. Bon, je vois vraiment pas comment on peut se réjouir de ça. Enfin, c'était vraiment, ça restera vraiment un des mystères de la saison. Et en plus, je pense que quand même, avec plus de régularité, je pense que la Ben quatrième justement, place, je t'introduis Ouais, la question, Nicolas. Est-ce ouais, qu'avec plus de régularité, Montpellier avait-il les moyens d'aller chercher une place européenne? ben oui, oui. Avec plus de régularité, moi je pense que la quatrième place, qui est significative de qualification directe pour les phases de groupe de l'Europa League, pas de barrage ni rien, direct on est en phase de groupe, elle était carrément abordable celle-ci. Je veux dire, les trois premiers, Paris, Marseille et Rennes, ça aurait été quand même assez compliqué de lutter contre eux vu la saison qu'ils ont fait. Mais à partir de la quatrième, c'était vraiment, vraiment abordable. On avait l'effectif pour, mais je ne sais pas pourquoi on s'est déchiré sur tous les matchs à l'extérieur. C'était vraiment abominable. Dès que tu allumais ta télé, tu voyais un match à l'extérieur de Montpellier. Enfin, c'était nul, il n'y avait rien. On avait 2 occasions dans le match. On marquait un but une fois tous les 30 ans et voilà. Dorian, est-ce que pour toi, avec la régularité, Montpellier aurait eu les moyens Mais d'arracher cette place européenne? Mais il y a zéro débat, mais avec une régularité à l'extérieur et des prestations à l'extérieur enfin, similaires à nos matchs à domicile. Mais moi, je vais même plus loin que Nico, on allait chercher Rennes, hein. Ouais. Pour moi, c'est. Non, mais Après, Rennes a fait quand même une grosse, grosse saison, mais c'est sûr Oui, qu'on aurait voilà. pu on aurait pu lutter, c'est Non, sûr. mais on aurait été, on n'aurait pas été huitième, hein. Enfin, c'est sûr Ah, qu'on ça aurait c'est été sûr. dans le top 4 du championnat et enfin voilà, pour moi, il y a zéro débat là-dessus. Mais moi, ce que j'ai retenu, j'en ai pas parlé tout à l'heure aussi, c'est que on a quelquefois mené au score à l'extérieur. Et là où je mets un petit coup, c'est que il y avait un relâchement. Je prends le match de Dijon où on mène 2-1, on concède l'ouverture du score, mais on réagit par 2 fois en première mi-temps. Ouais. Mais la deuxième mi-temps à Dijon, mais c'est à se prendre, hein. Vraiment. Ah, par contre, à Dijon, c'est nous qui mettons le deuxième but, hein. Oui, on met le deuxième but, Le premier, ouais. on mène 2 à la Ouais. mi-temps, et ensuite en deuxième mi-temps, mais c'est une catastrophe. Moi, c'est un match qui m'a marqué aussi même si on fait que match nul,
la prestation en première mi-temps contre la prestation en deuxième mi-temps, même à l'intérieur des matchs, il y avait de l'irrégularité. Et à partir de là, ouais. c'est ce qui nous a manqué. Et pardon, je te coupe, mais si on peut comparer le match à Dijon, la première mi-temps, c'était à domicile, la deuxième mi-temps, on jouait à l'extérieur. Oui, on peut dire ça comme ça, parce qu'à domicile, c'est je ça, crois ouais. non, on gagne pas 4-0, c'est contre Brest qu'on gagne 4-0. Je sais Non, mais plus c'est pour faire allusion à notre on les a pas niveau joué à à domicile. Oui, non, domicile mais et à oui, oui, l'extérieur. oui, d'accord, oui, la première mi-temps, ça, oui, on a joué comme si on jouait à domicile. La deuxième mi-temps, c'est, oui, bah, à Montpellier à Ouais, l'extérieur, c'est ça. Mais sachant qu'à Dijon, on s'était pris un but quand même très très vite et on a su réagir c'est par ça, deux buts. Enfin, on s'était pris un but au bout d'une minute ou 2 minutes. c'est Et ça, ouais. on a eu les couilles de revenir. Savanier, il a mis encore une superbe frappe pleine lucarne. Et derrière, deuxième mi-temps, bah, ouais, comme tu l'as dit, Dorian, rien. On les a laissés jouer et voilà, on est reparti avec un point. Et toi, justement, Vincent, est-ce que tu penses qu'avec la régularité qu'il aurait fallu, Montpellier aurait pu accrocher une place européenne et laquelle peut-être aussi une troisième place, parce qu'on n'y pense pas, mais elle était abordable aussi. Alors, complètement. Moi, je suis totalement d'accord. Comme il a dit Dorian, on aurait pu voir au-dessus. Alors, Rennes, ils sont meilleurs que nous. Marseille, ils sont deuxième. Mais bon, moi, je ne les trouve pas meilleurs que nous quand on fait un gros match à la Mosson. On aurait pu, si on aurait grappillé, je pense, 2-3 peut-être victoires à l'extérieur, comme on aurait dû d'ailleurs, ben, je pense qu'on aurait été dans les 3 ou dans les 4. Moi, je dirais dans les 4. Donc, oui, on peut s'en mordre les doigts. Voilà, c'est notre faute. Voilà. Beaucoup de regrets donc à imaginer, à enregistrer sur cette saison où Montpellier avait largement, ou en tout cas avait les moyens de s'accrocher une place européenne. On va conclure cette émission en beauté avec ce qu'il faut retenir en 2 minutes. Donc, je ne vous demande pas de développer, mais juste donnez-moi votre réponse. Le meilleur joueur, Dorian. Florent Mollet. Vincent. Savanier. Voilà. Nicolas. Un peu de diversité, moi j'ai mis Delors. Allez, la révélation, Dorian, je connais ta réponse. Joris Chotard. Et je pense que je la connais pour tous, Nicolas. Chotard aussi. Et Vincent, Michael Youn. Berthaud, non, je rigole. Michael Youn, non, mais ouais, Chotard, voilà. Chotard à Totalement d'accord l'unanimité. avec vous. La meilleure recrue, Vincent, je te redonne la parole. Moi, je dirais Savanier. Savanier. Nicolas. Roulis. Et Dorian. Souquet. Non, c'est faux, ouais. Roulis. Ah, bon, on ne sait jamais. Le coup de théâtre, Nicolas, à savoir l'élément qui a été vraiment comme un fait de la saison, qui t'a Moi, ce vraiment que j'ai marqué. retenu, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'était la victoire quand même contre Lyon 1-0, contre Lyon, qui se voyait déjà champion de France après avoir gagné 3-0 contre Monaco et 6-0 contre Angers. On les a bien fait redescendre et grâce à cette belle frappe de Souquet. Dorian. Ouais, je suis d'accord. La victoire contre Lyon, vous irez voir l'interview des tweetos du supporter lyonnais, le numéro 3 sur notre site. Il est fabuleux. Vincent. Je suis d'accord avec mes collègues, les jeunes loups, contre Lyon. On les a fait redescendre. Jean-Mimi, je rentre chez toi. La pire des illusions, Nicolas. On en a beaucoup parlé. Moi, c'est les matchs à l'extérieur. Voilà. Pas plus à détailler, on l'a déjà fait avant. Et n'hésitez pas aussi à nous donner tous ce que vous avez senti comme meilleur joueur, révélation, la meilleure recrue, le coup de théâtre pour l'instant, la pire des illusions. Donc n'hésitez pas à nous donner vos avis. Vincent, ta pire des illusions? Les matchs à l'extérieur, hein, comme Nico, c'est catastrophique. Les matchs à l'extérieur, donc un peu unanimement. Et enfin, le chouchou, Vincent. Ah, et Dorian, j'ai oublié le meilleur, Dorian. La pire des illusions. Non, ouais, les matchs à l'extérieur, ça c'est sûr. Moi, j'en prendrai qu'un, c'est la défaite contre Rennes 5-0 là-bas, parce qu'on se voyait sûrement gagner et au final, on en prend 5. Bon, c'est terrible. Et même, je rajouterai un match à domicile, la défaite contre Paris. On mène 1-0, on prend un carton rouge, on perd 3-1. Ouais. Et le chouchou, ton chouchou, Dorian. Gaëtan Laborde, Mont-de-Marsan,
Voilà. Représente, à savoir que Dorian est exilé à Mont-de-Marsan et actuellement en Belgique. Hein. Nicolas. Moi, il est là. TJ. Ah. TJ Savanier, c'est mon chouchou de la saison. Et toi, Vincent, ton chouchou? Bah, Delors. Moi, je dirais Delors. Il est chez moi. C'est le meilleur ami à mon beau-frère. Je dirais Delors. Delors. Et j'aimerais aussi rajouter un top et un flop, parce que Dorian m'a donné l'idée tout à l'heure avec son bilan de la saison. Dorian, pour rejoindre tes propos tout à l'heure, un top et un flop rapidement. Un top Hilton, parce qu'on n'en a pas parlé, et ce qu'il fait à son âge est tout simplement extraordinaire. Je n'irai pas plus loin, je pense que ses performances parlent d'elles-mêmes. Et un flop, Souquet. Là, par exemple, j'en ai parlé, et quand on passe de Aguilar à Souquet, ben, je n'ai pas de comparaison, mais c'est pas, comment dire, c'est pas ce qu'on a eu l'an dernier, quoi. Nicolas, un top, un Moi, flop. Pour le flop, je suis d'accord avec Dorian. On attendait beaucoup de Souquet, notamment au début, avec son but contre Lyon et tout, mais finalement, ça a été un gros flop sur toute la saison. Et en top, je mettrais quand même Savanier, qui a eu un début compliqué où il s'est blessé. Après, il y a eu un début compliqué quand il a commencé à jouer. Mais après, il s'est vraiment révélé comme un pionnier du milieu de Montpellier. Et enfin, Vincent, pour conclure en beauté. Top Avec Hilton, la voix de sa fille. La top Hilton, oui, excusez-moi, il y a Loulou là, qui peut-être les roustons derrière, mais c'est pas grave. Et moi, je dirais, ouais, Hilton, Zizou, tu peux jouer jusqu'à 45 ans, c'est un monstre. Un monstre, et le flop, ouais, Souquet, il met une frappe, et il nous régale, on croyait que c'était Zizou, et en fait, c'est Djorkaeff. Il a marqué contre Nîmes aussi, oh. Mais bon. Oui, ça, il a marqué contre Nîmes. Non, mais ouais, non, c'est très insuffisant, Souquet. Exactement. Ben, en tout cas, il est l'heure de conclure cette émission. On a quand même passé le cap de l'heure d'émission. J'espère en tout cas que le concept vous a plu. On se retrouve, j'espère, la saison prochaine avec un nouveau concept ou pas. En tout cas, on vous en dira plus au courant de l'été. Nous dit chute Dorian, il garde tous les secrets pour lui. En tout cas, on espère vous retrouver la saison prochaine. Et n'hésitez pas à nous dire si le concept vous a plu. Et je remercie évidemment ceux qui nous ont écoutés, également Dorian, Nicolas et Vincent qu'on retrouvera avec plaisir la saison prochaine. Ciao, ciao. Merci à vous, ciao. Ciao tout le monde. Ciao, Allez, ciao. la paillade.